Vous savez, ils sont nombreux ceux et celles qui ont rêvé de s'établir au Québec afin de se refaire une vie en français. Les publicités gouvernementales laissent miroiter des possibilités d'avenir assurées dans leur langue maternelle avec un processus de sélection qui les avantage. Mais, rendu ici, dans bien des cas, la réalité qui les attend est tout autre. Beaucoup ont des difficultés à trouver un emploi, faire reconnaître leur formation professionnelle ou tout simplement s'intégrer à la culture québécoise. Une récente étude de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, abonde dans le même sens. Même s'il y a 2 fois moins d'immigrants à Montréal qu'à Toronto, où ils représentent plus de 46 % de la population, ils ne trouvent pas d'emploi à leur mesure, ou pire, pas d'emploi du tout. Et ce, malgré le fait que Montréal est une ville francophone, jeune, universitaire, innovatrice, culturellement vivante. C'est un véritable paradoxe, selon l'OCDE. Danny Brown, mon collègue, s'est rendu en Ontario il y a quelque temps, dans la grande région de Toronto, où il a rencontré de nombreux immigrants francophones qui sont passés par le Québec avant de tenter un deuxième départ réussi, cette fois en Ontario. On est sur Queen West, le quartier qui s'est un peu gentrifié dans les dernières 15 années, avec beaucoup de petits cafés, beaucoup de petits restaurants très sympas, beaucoup d'artistes. On entend beaucoup parler français ici. Je pense que justement les francophones qui arrivent à Toronto entendent parler de ce quartier, parce que c'est le quartier vraiment à la mode, et viennent ici pour justement essayer de trouver une espèce de culture torontoise à laquelle ils pourraient s'identifier. Georges Hachi vit depuis près d'1 an dans ce quartier branché de Toronto. Libanais d'origine, citoyen français et aussi canadien, il a quitté Montréal où il occupait un poste bien rémunéré dans un important quotidien québécois. Aujourd'hui, il est journaliste au Toronto Star. Donc là, on est devant un café argentin qui est très populaire. La porte d'à côté, c'est indien. Pas loin, doit y avoir, voilà, il y a un diner chinois pour des petits déjeuners chino-canadiens, d'après ce que dit l'annonce. On entend beaucoup d'accents différents partout, tout le temps. Par exemple, là où je travaille, dans mon journal, c'est un journal anglophone qui est très ancré dans la société torontoise, qui est un journal anglophone, qui est pas du tout un journal communautaire où il y aurait d'autres langues. Et pourtant, dans l'équipe avec laquelle je travaille, il y a, je dirais, à peu près la moitié des employés qui sont nés ailleurs qu'au Canada, qui ont des accents qui ne sont pas des accents anglophones classiques canadiens. C'est souvent des gens dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Et ça ne choque absolument personne que ces gens-là travaillent dans un quotidien anglophone qui est le quotidien le plus lu au Canada. Au fil des ans, Toronto est devenue la mégalopole du Canada et la 5e plus grande ville en Amérique du Nord. C'est aussi une des villes les plus multiculturelles au monde. Près d'1 résident sur 2 est un immigrant. Moi, je prends les transports en commun pour aller travailler en ville parce que sinon, en voiture, ça serait l'enfer. Et je trouve qu'il y a un anonymat. Effectivement, les gens vous regardent moins, ne vous jugent pas, qu'importe la langue que vous parliez, qu'importe ce que vous portiez. Il y a peut-être un regard un petit peu plus accusateur au Québec. Cet anonymat propre aux grandes villes, Marine Sibilo l'apprécie. Française d'origine, elle a vécu près de 10 ans au Québec avant de suivre Thomas, son conjoint, relocalisé à Toronto. Le couple habite Mississauga, une des nombreuses banlieues de la ville. Tous les jours, Marine effectue plus de 3 heures de transport en commun pour se rendre aller-retour à son travail. Thomas Brossat et Marine Sibilo. Le fait que le Québec est toujours dans cette espèce c'est peut-être pas le mot conflit, mais cette protection c'est ça, cette défense, cette protection de la culture, de la langue, qui, je pense, a lieu d'être, hein, vraiment, c'est important mais du coup, ça les met toujours sur cette espèce c'est ça, cette défensive, cette carapace, en vue de protéger, c'est ce qui fait qu'ils laissent peut-être moins facilement entrer d'autres personnes et d'autres cultures. Ça se comprend, ça se défend. Ici, il y a tellement de culture. Je pense que Toronto, on peut pas dire que Toronto, c'est une ville d'une communauté, c'est une ville de plein de communautés, alors que le Québec, c'est avant tout aux Québécois de souche. On fait pas vraiment attention, en fait, finalement, à qui on est, d'où on vient. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a pas et puis il y a pas cette défense constante
d'une culture. Et ici, on ne va pas être dans cette démarche politique. C'est plus, on a un travail à faire ensemble, on va passer du bon temps, bon, on fait ça, puis c'est bon. Puis tout est beau. Après, oui, forcément, on est plus à l'aise au Québec parce que beaucoup de gens parlent français. Tout le monde parle français. Alors qu'ici, il faut faire l'effort justement d'essayer de s'intégrer et de comprendre les mœurs des Torontois notamment. Parce que pour des Français, c'est un petit peu différent. Il faut faire la fête un peu plus tôt, il faut manger un peu plus tôt. Pas forcément évident pour des Latins comme nous. Mais bon, on s'habitue toujours. You have more important things to do than be stuck in traffic. Listen for up-to-date traffic reports only on 680 News. This report is brought to you by Aaron Qui dit mégalopole dit congestion urbaine. Un cauchemar à Toronto. Les voies triples, quadruples, quintuples des autoroutes peinent à desservir les millions de véhicules. Si bien que plusieurs ont choisi la banlieue pour vivre et travailler. D'autant plus que l'immobilier est encore accessible. Résultat, ici à Mississauga, la plus importante banlieue torontoise, l'école Saint-Jean-Baptiste connaît un franco-boom. Très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour. 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 C'est un petit peu plus que 50% de mon école qui sont de l'immigration, qui sont issus de l'immigration. On a une enseignante, Mme Marie, qui est parisienne, et on a Mme Petroni, qui est une enseignante d'origine africaine dans la même classe. J'ai des Égyptiens, des Libanais, des Congolais, Québécois, comme moi je suis québécoise. Vicky Marcotte est la directrice de l'école Saint-Jean-Baptiste, une école primaire francophone. Sur les terrains de l'école, de grands espaces vides sont prêts à accueillir les 6 classes mobiles afin de répondre aux nouvelles inscriptions. Les élèves proviennent autant de familles dont un des 2 parents est francophone que des nouveaux immigrants qui veulent que leur enfant apprenne le français. Un net avantage en Ontario. Je pense qu'au niveau de la perspective d'emploi au Québec, c'est plus difficile pour eux. Parce que même s'ils ont la langue, ils ont de la difficulté à trouver de l'emploi. Tandis que quand tu arrives ici en Ontario, ils ont plus de facilité à se trouver un emploi. Le bilinguisme est activement recherché, puis pas juste dans le milieu de l'éducation, le bilinguisme dans les entreprises, dans les gouvernements. J'ai une maman ici qui m'a approchée, qui est venue me voir. Ben, écoute, mon entreprise, peux-tu y rencontrer? On recherche du monde au niveau de la pharmaceutique, mais on a besoin de gens bilingues, ils veulent des gens bilingues. Est-ce que tu nous permets d'essayer de contacter tes parents, d'envoyer de l'information? Puis ça, on en a souvent et fréquemment. Les entreprises qui nous écrivent, pouvez-vous passer message dans vos communautés? Ils veulent des gens complètement bilingues. Les grosses entreprises ont besoin du bilinguisme pour être internationales. Donc, c'est une valeur recherchée. Donc, quand ils arrivent ici, ils partent du Québec, ils ne sont pas capables de trouver de job, où est-ce qu'ils vivent le bien-être social, où est-ce qu'ils vivent des temps difficiles, puis ils partent pour le meilleur. Hein? Quand ils viennent à l'immigration, ils partent tous pour le mieux. Puis tout d'un coup, ils arrivent ici, puis là, ils sont accueillis, puis ils sont recherchés, puis on les épaule. On a des programmes avec les travailleurs d'établissement. Moi, dès que j'ai une nouvelle famille immigrante, je l'appelle. Monsieur Vitia, j'ai une famille pour toi. Ils les aident à trouver une place où rester, un logement, l'emploi. Tu vas là, carte santé, ils les organisent. Donc, ils arrivent ici, ils se sentent accueillis, puis ils se sentent supportés. Parce que pour nous, c'est super important, ce sentiment communautaire-là. OK. Alors, ce que nous allons faire cet après-midi, c'est notre jeu des incollables. Dans une des classes mobiles de l'école, une vingtaine d'élèves de toutes les origines écoutent les indications de l'enseignant. C'est en équipe de 3. Quand j'étais au Cameroun, l'information que j'avais, c'était que le Québec, c'était la province francophone. Puis moi, je suis francophone. Je parle juste un peu anglais. L'étude des dossiers, ils regardent si tu as les possibilité de t'intégrer sur le marché du travail au Québec. Et oui, j'avais obtenu le nombre de points qui me qualifiait à obtenir un emploi, à m'intégrer facilement au Québec. Mais en réalité, je suis arrivé, c'était pas ce qu'on me miroitait. Marie? Patrick Bertholin, enseignant à l'école Saint-Jean-Baptiste, est arrivé au Québec en 2011. Il a vécu de petits boulots pendant 2 années avant de faire ses malles et de partir pour l'Ontario, où il a déniché cet emploi d'enseignant pour lequel il est formé. J'ai réalisé que j'aurais dû atterrir en Ontario. Je n'aurais pas dû atterrir à Montréal. Parce que j'ai passé 1 an à Montréal, puis 1 an à Gatineau. Puis ce sont des années que j'aurais pu rentabiliser économiquement ici en Ontario. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants francophones qui arrivent par le Québec.
mais qui quelque temps après quittent le Québec. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement québécois ne réalise pas ça, mais ils sont très très nombreux qui arrivent, puis quelque temps après quittent. On devrait réaliser qu'il y a un problème et faire quelque chose pour résoudre le problème. C'est sûr que si j'étais arrivé au Québec puis j'avais trouvé un emploi au niveau de mes compétences, probablement que je n'aurais jamais pensé à quitter le Québec. C'est sûr que si j'avais peut-être été appelé même pour une entrevue, 2 entrevues, et qu'on ne m'avait même pas pris, j'aurais dit peut-être que ma chance est à venir. Peut-être je n'aurais jamais quitté le Québec. Mais les seules entrevues pour lesquelles j'ai été appelé, c'était pour aller travailler au Dollarama, pour aller travailler dans les usines, à la chaîne, des emplois pour lesquels j'étais vraiment surqualifié. Et pour aller toucher $10. Si tu aimes le soleil, dis au revoir, au revoir. Si tu aimes le soleil, dis au revoir, au revoir. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, dis au revoir, au revoir. Bravo les amis, waouh, ça c'était génial. Je ne dirais pas exclusion, mais je disais non-intégration. C'est différent. Parce que l'exclusion, c'est à croire que tu y es et puis on te met de côté. Mais non, 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 la porte ne s'ouvre pas ou s'ouvre difficilement. Voilà. Et comme j'ai dit, quand vous venez ici avec autant d'expérience, parce que quand on part au Québec, c'est parce qu'avant tout, on est francophone. On s'est dit, bah écoute, je suis français, le Québec, c'est pour moi. OK? D'autres personnes, avant de venir, d'autres personnes m'ont dit, non, va en Ontario. J'ai dit, non, moi, je suis francophone. OK? Donc, normalement, au Québec, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça. Mais tu te rends compte que il y a une différence entre la politique voulue par les politiciens pour l'intégration et puis la population. Originaire de la Côte d'Ivoire, Gérard Kouassi a aussi tenté sa chance en région au Québec. Professeur d'université en management, il empoche un MBA qu'il a obtenu en France, pays dont il est aussi citoyen. Il enseigne le français au Conseil catholique anglophone de Toronto. Au Québec, c'était les Québécois et puis nous autres. Ici, je n'ai jamais entendu les Ontariens, non. Le Jamaïcain te dit les Jamaïcains, le Camerounais te dit les Camerounais. On est vite en Ontario, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, il n'y a pas d'identité ontarienne? Non. Quand on parle de l'Ontario, quelquefois même on se trompe à dire qu'on est Canadien. Voilà. Donc, et même au Québec, j'ai bien entendu ça. Nous, les Québécois, et quand on veut parler de ailleurs, voilà, le Québec est ailleurs. Donc, ici, nous sommes ailleurs, voilà. J'ai jamais entendu d'identité ontarienne, voilà. Et c'est plus facile, forcément, pour un immigrant. Oui, absolument, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, je continue ce combat-là. J'ai dit, depuis que je suis arrivé, le nombre de personnes qui ont suivi après moi, ça peut compter dans les 50. Je sais pas. Je ne suis pas le représentant de la communauté, mais c'est toujours moi qu'on appelle. J'en ai marre, je viens. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça fait 3 ans que je suis là, c'est des certificats par-ci, des certificats par-là, tout, je trouve pas du boulot. Ok. Si je te dis de ne pas venir, tu vas penser que je suis égoïste. Donc, donne-toi 2 jours, viens regarder, viens toucher l'Ontario. Ça passe ou ça casse. Voilà. Moi, j'ai fait le même cheminement. Quand je suis arrivé, j'ai vu, j'ai fait wow. J'ai l'impression qu'ici, il y a des gens qui me ressemblent. De l'autre côté, je n'ai pas trouvé ça. C'est pour ça que je suis resté. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me ressemblent, il y a des gens à qui je peux parler, à des gens. J'arrive et puis je rencontre celui qui est devenu mon ami. Il est directeur des opérations de CHEP Canada. J'ai fait, attends, réponds encore. C'est-à-dire que toutes les sociétés du CHEP au Canada, tu es le directeur des opérations. Il m'a dit oui. J'ai dit, tu es français comme moi, tu sais qu'en France, tu n'as pas ce poste. Et il sait. Tu sais qu'au Québec, tu l'as pas non plus. Il dit, c'est. Donc, bon. Donc, je dis, ça veut me dire que je peux aussi faire mon trou ici. Alors, je vais rester. Voilà. C'était un reportage de Danny Brown.
Et pour poursuivre la réflexion sur la réalité que Dany a mise en relief dans son reportage, j'ai avec moi en studio 2 personnes qui sont des témoins, je peux dire, assez privilégiés des problèmes d'intégration que l'on vient d'évoquer. Il s'agit de Maryse Potvin, qui est professeure au département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM, directrice de l'Observatoire sur la formation à la diversité et à l'inclusion, et Thomas Gullian, qui est directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, qui est affilié au Cégep de Maisonneuve. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage de Dany? Est-ce que vous avez été témoin vous-même dans votre travail de cette situation qui est relatée? Est-ce que c'est un problème qui est important à votre sens? Madame Potvin. Écoutez, dans les étudiants qui s'inscrivent, par exemple, beaucoup dans les facultés d'éducation, que je côtoie, donc beaucoup, il y a beaucoup de gens immigrants qui viennent se recycler pour essayer d'obtenir un diplôme, notamment pour s'intégrer en emploi. Et souvent, ils étaient eux-mêmes enseignants dans leur pays d'origine, au primaire, au secondaire, mais les exigences ici sont d'avoir un brevet qui exige 4 ans de retour aux études. Et souvent, c'est des gens de 30 ans, 40 ans, etc. Donc, il y a ce phénomène aussi de reconnaissance des acquis qui n'est pas le même dans toutes les provinces et dans toutes les professions, notamment en ce qui concerne l'enseignement. Et c'est très exigeant de retourner aux études pendant 4 ans quand on a 35-40 ans et qu'on a une famille, par exemple. Ah, donc ça, c'est un des facteurs, certainement. Et ça les incite jusqu'à un certain point à faire cette démarche-là, c'est-à-dire à aller en Ontario, aller dans d'autres provinces. Vous l'avez vu? Oui, parce que souvent, ça prend juste une année en Ontario. Et donc, faire une année de scolarité, s'intégrer sur le marché du travail rapidement, c'est beaucoup plus facile dans certaines situations, notamment en ce qui concerne les métiers, les professions enseignantes. D'accord. Monsieur Gullian, vous avez été témoin de ça, vous? Oui, alors pas directement, mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites par le ministère de l'Immigration qui démontrent qu'il y a un quart des immigrants qui ont été admis entre 2004 et 2013 qui ont quitté le Québec en 2015. Et je parle des immigrants... C'est beaucoup, là. Oui, je parle des immigrants qualifiés, enfin ceux qui viennent catégorie immigration économique, travailleurs qualifiés. Et c'est important. Alors, on ne sait pas ceux qui retournent chez eux ou ceux qui partent dans une autre province ou dans un autre pays, mais reste que c'est un phénomène relativement important. Bon, comment est-ce que vous expliquez ça, justement? Moi, je suis assez d'accord avec Maryse. Je pense qu'il y a des difficultés d'intégration professionnelle en raison d'un certain nombre d'obstacles sur le marché du travail. Alors, au Québec, on sait que essentiellement, Maryse en a un peu parlé, c'est la reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger. On sait que quelqu'un qui vient avec un diplôme qui vient d'une région extérieure du Québec a beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi que quelqu'un qui a un diplôme québécois. Donc ça, c'est le premier. Ah oui, ça, les statistiques sont claires là-dessus. Les statistiques sont claires, ça fait une grosse différence. Mais je crois que la difficulté majeure, c'est la non-reconnaissance en fait des expériences acquises à l'étranger. Et là, il y a des recherches qui montrent que la valeur économique, c'est-à-dire que le gain économique retiré par les immigrants de leur expérience acquise à l'étranger est quasiment nul. Si on regarde les statistiques, on voit que les difficultés sont concentrées dans les 5 premières années de l'immigration. C'est un taux de chômage de 2 à 3 fois supérieur à la population née au Québec. Donc on voit bien qu'il y a une concentration des difficultés au départ. Et là, c'est bien montré dans le reportage. Au bout de 2 ans, il y a par exemple un des protagonistes du reportage qui a quitté. Parce que quand on voit le temps que ça prend pour s'intégrer, effectivement, ça peut expliquer cela. Oui, c'est ça, parce que les données sont très éloquentes, Madame Potvin. Je lisais, par exemple, dans une étude de l'IRIS il y a quelques années déjà, le taux de chômage des immigrants de 25 à 54 ans était presque 2 fois plus élevé au Québec qu'il ne l'est en Ontario. La situation, elle est plus grave encore quand on est issu de minorités visibles ou de pays perçus comme en voie de développement. Là, le taux de chômage, par exemple, chez les immigrants noirs et arabes diplômés est 3 fois supérieur à ce qu'il est au Québec. Il y a manifestement quelque chose d'assez important. Oui, il y a aussi, il faut questionner la réceptivité des milieux. On le voit beaucoup dans les stages, par exemple, quand je parlais des étudiants qui s'en vont en enseignement, quand ils sont reçus dans les milieux scolaires pour faire leur stage, souvent ils sont recalés parce que, justement, on ne reconnaît pas leur expérience antérieure comme étant pertinente. Et il y a des difficultés. Ils sont perçus comme pas adaptés aux cultures organisationnelles des milieux, par exemple. Et il y a peut-être moins de formation aussi dans les milieux de travail qui fait en sorte qu'on va moins coacher ces personnes-là aussi. Et ce qui fait qu'ils sont souvent
plutôt rejeté, ou enfin, j'exagère à peine, mais il y a une certaine crainte dans les milieux qui ne s'adaptent pas. Et beaucoup de gens, comme je le disais, qui sont reçus dans certains milieux, ont été aussi souvent des professionnels dans leur pays d'origine, des ingénieurs, etc. Et il y a des fois des chocs culturels parce que dans certains milieux, le fait d'avoir un vécu, d'avoir un certain statut social dans le pays d'origine et que la personne en parle comme étant un peu en chute sociale ici, ça crée des frustrations chez la personne immigrante, mais aussi c'est mal perçu par les milieux de travail qui souvent sont en choc en incompréhension culturelle. Ça serait plus grave, vous diriez, au Québec que ce n'est en Ontario? Parce qu'il y a je dirais qu'il ne faut pas oublier non? que le Québec, les francophones au Québec sont une majorité récente et une majorité fragile. Ouais. Et il y a encore un comportement beaucoup de minoritaires qui se protègent un peu entre eux, je dirais. Donc, les gens ont tendance à engager le petit gars de Shawinigan, comme dirait M. Chrétien, plutôt que le petit gars d'Alger ou de Casablanca. Là, bon, et ça, il y a encore ce comportement-là d'autoprotection ou de protectionnisme, je dirais, qui est peut-être inconscient, qui est pas nécessairement volontaire chez les gens, mais ça existe encore. Qui est pas toujours bien compris. Et j'ajouterais juste un élément par rapport aux crises des accommodements raisonnables et la crise de la charte des valeurs qu'on a connue récemment. Il y a aussi, et chez nombre d'employeurs, il y a plusieurs études d'ailleurs qui le montrent, il y a une espèce de peur des accommodements. Donc aujourd'hui, il y a, à cause de ces débats publics qui ont été très tendus au Québec dans les dernières années, il y a un sentiment de crainte. Si on engage des immigrants, ça va agir sur le climat à l'intérieur de l'entreprise, donc ils risquent de demander des accommodements. Donc, il y a une espèce de il y a des préjugés qui se sont construits à travers ces crises. Si je vous comprends bien, c'est-à-dire au-delà des rigidités du marché de l'emploi, des problèmes que l'on connaît d'intégration, des mécanismes d'intégration, bon, il y a un problème peut-être culturel, effectivement. Je vais vous dire, ce reportage de Dany a suscité énormément de commentaires sur le web, parce que le texte web, d'ailleurs, et c'est sur notre site, a été diffusé hier. Des commentaires qui vont dans tous les sens. Cela dit, des commentaires d'appui au point de vue des immigrants qui ont été interviewés. Par exemple, Mathieu Leduc qui dit « Le mensonge québécois, voilà comment on appelle chez les immigrants cette chose-là. À votre avis, pourquoi y a-t-il autant de Français qui viennent ici? C'est parce qu'on leur a vendu un rêve basé sur des mensonges. » Nathalie Bédard qui dit « Une vraie honte. Un diplômé universitaire qui travaille de nuit comme étalagiste dans un Dollarama. » Scott Carl qui nous dit « Les employeurs francophones au Québec embauchent peu d'immigrants, même francophones, alors que les employeurs anglophones, italiens, juifs, portugais d'ici le font plus spontanément. » Et de l'autre côté, l'autre point de vue, Simone Chaput qui nous dit « Si les immigrants ne font que transiter par le Québec, la raison en est peut-être au départ que ce qu'ils souhaitent en venant de ce côté-ci du monde, c'est d'embrasser l'American Dream, le melting pot, et que c'est pas ce qu'ils trouvent au Québec. Et fort heureusement, parce qu'on n'adhère pas justement à cette façon de vivre là, nous, ici au Québec. Ghislain Côté qui nous dit, en Ontario, à Toronto, ils n'ont pas ce problème, le problème de la protection culturelle, mais les efforts que doivent mettre les Québécois pour faire respecter leur langue peuvent être perçus comme un irritant par les immigrants, sauf que si les Québécois ne l'avaient pas fait depuis des siècles, eh ben, le Québec ne serait pas francophone. Qu'en dites-vous, M. William? Moi, je pense que la réalité de l'immigration au Québec, elle est peut-être plus récente aussi que, mettons, à Toronto. C'est-à-dire que d'abord, en termes de province, le Québec a acquis la pleine maîtrise sur les politiques d'immigration relativement récemment, donc c'est à peu près une trentaine d'années. Le Québec a défini son modèle d'intégration dans les années 90, donc l'interculturalisme qui se distingue du multiculturalisme canadien. Je pense que c'est relativement récent comme société pour pouvoir gérer, je veux dire, un tel volume d'immigration. Ceci dit, moi, je suis optimiste. Je pense que le Québec a tous les atouts pour en fait réussir à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire comme société, c'est construire des pratiques inclusives, que ce soit. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire, par exemple, faire en sorte que les nouveaux arrivants ne soient pas considérés comme des nouveaux entrants sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on considère leurs expériences acquises à l'étranger comme étant potentiellement utilisable ici sans devoir repasser par exemple, tous des programmes d'études complets. Bon, il y a un travail qui se fait de ce côté-là, mais qui est quand même assez long et laborieux. Voilà, mais je pense que là, il va falloir aller vite et il va falloir qu'on se dote comme société de mécanismes plus performants à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un gaspillage économique en termes de compétences qui est extrêmement important et qu'il faut limiter. Et ce que je constate aussi, apparemment du côté de l'Ontario, de Toronto, les entreprises sont plus proactives aussi de ce côté-là, mettent davantage la main à la pâte pour faciliter cette intégration, ce que je sache.
Je pourrais pas donner de chiffre là-dessus là, parce que j'ai pas un portrait global. Mais les employeurs, par exemple. Mais les employeurs, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de main-d'œuvre, peut-être parce qu'il y a des développements économiques plus importants dans certaines régions. Ici, il y a un problème de développement économique dans nos régions. Et même les personnes réfugiées qui sont envoyées en région ont de la difficulté à se trouver de l'emploi, et même les gens locaux, si on veut, ont de la difficulté à se trouver de l'emploi. Il faut une planification du développement régional plus intense, avec plus de mordants, et aussi plus de concertation avec les organismes communautaires qui reçoivent et qui orientent et pilotent un peu les personnes immigrantes pour qu'elles puissent s'insérer en emploi. Il y a eu des coupures dans les dernières années de ressources importantes dans les ONG, dans le développement régional. Je pense qu'il va falloir investir de façon plus massive, pas juste en francisation, parce qu'il y a eu des réinvestissements récents là, au niveau des jeunes dans les écoles, mais parce qu'il y a des personnes immigrantes, mais francisées qui s'en vont, mais aussi beaucoup en insertion en emploi, avec un processus de reconnaissance des acquis plus mordant et avec des liens plus importants avec le milieu des employeurs, avec les employeurs eux-mêmes. Peut-être pour déconstruire et faire de la formation aussi dans les milieux de travail, pour déconstruire des perceptions négatives ou des préjugés, des employeurs qui auraient peur que justement leurs employés reçoivent moins bien les personnes immigrantes. Placer la table un peu plus pour accueillir ces personnes-là et les intégrer avec une qualité de vie en emploi qui est importante. Oui, parce que depuis le début, on parle de mécanismes d'intégration qui sont peut-être un peu déficients, mais il y a toute la question des réflexes culturels. Ça, c'est beaucoup plus difficile d'y voir et de corriger éventuellement le tir il faut préparer les milieux. Ouais, exactement. Il faut préparer les milieux en les dotant de pratiques, par exemple en gestion des ressources humaines, ce qu'on appelle la gestion de la diversité. Il faut que ça s'actualise beaucoup plus dans les entreprises. Il faut aussi savoir que le tissu économique du Québec, c'est beaucoup des PME, c'est-à-dire des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement de département des ressources humaines. Donc c'est extrêmement important de doter ces entreprises d'outils de formation, d'outils de recrutement, etc., qui permettent la reconnaissance de l'expérience des personnes immigrantes, tout en permettant de faire en sorte que l'immigrant s'intègre bien dans le milieu de travail. Et ça, c'est vraiment à construire avec nos PME actuellement. Mais encore une fois, il faut le faire en fonction des réalités économiques des entreprises. Donc, il y a un travail à faire des deux côtés. Donc, ouais. D'acculturation, si on peut dire, de la part des nouveaux arrivants, des futurs employés et aussi des employeurs. Donc, un travail en interface à faire, en quelque sorte. Oui, on pourrait dire une double formation. Une double formation. Une vision un peu... oui, c'est ça, il y a une double formation, c'est-à-dire préparer les gens à bien connaître les cultures organisationnelles dans le milieu de travail ici et donc bien les insérer, mais aussi faire participer les employés. Le co-coaching, ça existe. Le mentorat, ça existe aussi, mais il y en a peut-être pas assez, en fait, et donc les gens se sentent moins bien reçus et moins... et donc aussi former ou travailler avec les employeurs pour que dans les milieux de travail, il y ait une réceptivité des milieux plus grande et déconstruire peut-être des perceptions négatives initiales. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que ça, je l'entends déjà depuis longtemps, qu'il y a un problème de ce côté-là. Il y a eu de nombreux reportages, y compris chez nous, notamment de ma collègue Sophie Langlois, qui a très, très bien identifié le problème. Il y a des discours bien intentionnés, mais il ne semble pas qu'au bout du compte, il y ait vraiment des changements significatifs. Monsieur Gullian, vous êtes aux premières loges, vous pouvez le voir. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent, peut-être pas assez vite, peut-être pas de manière suffisamment ample, mais je pense qu'il y a du chemin qui est fait. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces problématiques-là. Je vois qu'il y a du changement, peut-être pas assez vite, mais il y a du changement qui se fait. Je pense que c'est une question de moyens. Maryse a raison. Je pense qu'il y a eu des coupures, notamment en direction des organismes communautaires. Ce sont des acteurs de premier plan. Il faut davantage les outiller à tout le moins. Je pense que c'est pareil pour les entreprises. Et je pense que le contexte économique des dernières années n'a pas aidé non plus. Là, il faut réinvestir et je crois qu'en tout cas, on va dans le... En tout cas, il y a les moyens d'aller... Mais je peux peut-être donner en exemple aussi la Commission des droits de la personne. Quand il y a eu la loi sur les programmes d'accès à l'égalité qui ont été élargis en 2000 à toute la fonction parapublique, péripublique, etc., il n'y a pas d'argent qui a été mis dans l'éducation des publics pour introduire ces programmes-là dans les milieux. Et ça, c'est paradoxal. On demande à la Commission des droits de faire connaître les droits, les programmes d'accès à l'égalité pour avoir des milieux plus justes, mais on met pas d'argent dans l'éducation, en tout cas
envers la Commission des droits pour qu'elle puisse préparer les terrains et former les gens. J'espère que votre voix sera entendue. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Madame Maryse Potvin, professeure au département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM. Thomas Gullian, directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Merci à vous deux. Merci. Merci. Vous trouverez toutes les informations pour nous suivre et pour nous joindre sur notre site web ici.radiocanada.ca/des hôtels dimanche.